Je me suis réveillé en hurlant, le goût du sang encore frais sur ma langue, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la vie que j'avais perdue, tranché net par la lame froide d'un couteau dans le noir. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais de rage pure, car je n'étais plus dans cette chambre d'hôtel sordide de Montmartre où mon mari et ma sœur m'avaient égorgé pour un héritage maudit, non, j'étais de retour, 15 ans en arrière, dans le corps de la Élise de 23 ans, nue sous les draps de soie de notre lit conjugal, le matin de notre lune de miel à Paris. Et cette fois, je n'allais pas les laisser s'en tirer, la trahison qui m'avait tué allait devenir leur tombeau, et je la creuserais de mes propres mains, sans pitié ni remords. Le soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli, projetant des ombres dansantes sur le parquet ciré comme des fantômes moqueurs. Je me redressai d'un bond, le souffle court, mes doigts agrippant les draps comme si c'était la gorge de Pierre, mon futur mari oh non, mon bourreau. Pierre dormait encore à mes côtés, son visage angélique et trompeur tourné vers moi, un sourire rêveur aux lèvres, inconscient du poison que j'allais distiller dans nos vies. 15 ans de souvenirs me submergeaient, les rires complices avec ma sœur Camille, nos dîners en famille dans la maison de campagne en Normandie, les promesses chuchotées dans l'ombre des cafés parisiens. Tout cela n'avait été qu'un mensonge savamment tissé, un piège où j'avais plongé tête la première, aveugle à la cupidité qui rongeait leurs âmes. Je glissai hors du lit, pieds nus sur le froid du sol, et me regardai dans le miroir ancien au cadre doré. Mon reflet, jeune, intact, sans les cicatrices de la mort ni les rides de la haine accumulée. Mais mes yeux. Ah, mes yeux trahissaient tout. Ils brûlaient d'un feu infernal, vert comme l'absinthe qui empoisonne les poètes maudits de ce pays. J'avais été Élise la naïve, la fille aînée qui portait le fardeau familial sur ses épaules frêles, l'héritage de notre père, un magnate du vin bordelais, qu'il m'avait légué à moi seul, par un testament que j'avais cru être un acte d'amour filial. Erreur fatale. Camille, ma petite sœur chérie, aux boucles blondes et au sourire de Madone, avait toujours envié cette place. Pierre, l'avocat ambitieux que j'avais rencontré lors d'une soirée au Louvre, l'avait courtisé en secret, leurs murmures se transformant en complot. Il m'avait drogué ce soir-là, dans cette chambre d'hôtel, et quand j'avais ouvert les yeux pour la dernière fois, c'était pour voir leur visage penché sur moi, masqué par des sourires carnassiers. Pour le bien de la famille, avait susurré Camille en enfonçant la lame. Pierre avait ri, un rire qui résonnait encore dans mes cauchemars. Mais maintenant, j'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans gothiques français que Baudelaire aurait pu signer de son encre noire. Pas un miracle divin, non une faille dans le tissu du destin, un sursis arraché aux dieux indifférents de Paris. Et je le savais, cette seconde chance n'était pas pour pardonner, mais pour punir. Je m'habillai rapidement d'une robe noire simple, symbole de deuil anticipé, et sortis sur le balcon. La Seine scintillait en contrebas, indifférente aux drames humains qui l'abordent. Des touristes riaient, des klaxons beuglaient, la vie continuait, mais pas la mienne. Pas encore. Mon premier acte de vengeance serait subtil, comme un vin millésimé qui empoisonne lentement. J'allais semer le doute, exhumer les secrets enfouis sous les tapis persans de notre existence bourgeoise. Je descendis dans la cuisine, où la bonne, Marie, s'affairait déjà avec ses croissants frais et son café serré. Elle me salua d'un « bonjour, madame », les yeux baissés, fidèle servante d'une maison où les apparences régnaient en maître. Préparez le petit déjeuner pour deux, Marie, et ajoutez une bouteille de notre Château Margaux 2005. Pierre adore ça le matin. Elle hocha la tête, surprise par mon ton froid, calculateur, loin de la chaleur espiègle de l'Élise qu'elle connaissait. Tandis qu'elle s'activait, je fouillais discrètement dans le tiroir du bureau de Pierre, là où il rangeait ses dossiers confidentiels. Mes doigts tremblants effleurèrent le papier, des lettres codées, des relevés bancaires falsifiés. Rien d'incriminant encore, nous étions au début, après tout. Mais je savais où regarder. Le testament de père n'était pas le seul secret, il y avait eu cette affaire, 15 ans plus tard dans ma vie précédente, où Pierre avait détourné des fonds de la société familiale pour financer les dettes de jeu de Camille. Et moi, idiote, j'avais tout couvert, payant de ma poche pour préserver l'unité familiale. Cette fois, je les laisserai noyer. Pierre se réveilla enfin, étirant ses membres athlétiques sous les draps. Ma chérie ? Viens là. Sa voix, velours et miel, me fit frissonner de dégoût. Je m'approchai, feignant le sourire d'épouse amoureuse, et m'assis au bord du lit. J'ai fait un rêve étrange, Pierre. Nous étions vieux, usés par les ans, et tu me regardais comme si j'étais un fardeau. Il rit, ce rire léger qui masquait tout, et attira ma main à ses lèvres. Idiote. Tu seras toujours ma muse, Élise. Allez,
descendons manger. J'ai une réunion importante aujourd'hui au cabinet d'un gros client, un politicien véreux qui paie bien. Je hochai la tête, notant mentalement le nom qu'il murmura, Monsieur Duval, un sénateur impliqué dans des scandales immobiliers. Un pion parfait pour mon échiquier. Au petit déjeuner, je versai le vin dans nos verres, observant la teinte rubis tourbillonner comme du sang. À nous, Pierre. À un avenir sans ombre. Il trinqua, inconscient du double sens. Tandis qu'il dévorait son croissant, je laissai glisser une question anodine, as-tu revu Camille récemment? Elle m'écrit si peu. Son regard vacilla une fraction de seconde imperceptible pour l'ancienne Élise, mais claire comme le jour pour moi. Non, elle est en voyage d'affaires à Lyon. Pourquoi? Je souris, piquant une fraise. Rien. Juste une intuition. Les sœurs, on se sent toujours, non? Il changea de sujet, mais la graine était plantée. Le doute, ce ver subtil qui ronge les fondations des mensonges. La matinée s'étira en une danse de faux-semblants. Je l'accompagnai jusqu'à la porte, l'embrassant avec une passion feinte qui le laissa pantelant. Reviens vite, mon amour. Dès qu'il disparut dans l'ascenseur, je composai le numéro de mon notaire, Maître Lefebvre, un homme droit comme un iode dans ce monde tordu. Maître, c'est Élise de Beaumont. J'ai besoin de consulter le testament de mon père immédiatement. Et discrètement. Sa voix, grave et rassurante, me promit un rendez-vous l'après-midi même. Parfait. Le premier coup était porté, je n'allais plus être la marionnette, j'allais tirer les ficelles. Paris bruissait autour de moi tandis que je marchais vers le métro, l'air chargé d'odeurs de baguettes chaudes et d'échappement. Les passants, pressés, ignoraient les abysses qui se creusent sous leurs pieds. Moi, je voyais tout, les regards volés, les sourires forcés, les alliances forgées dans l'ombre. Camille vivait encore à l'époque dans notre appartement familial du Marais, étudiant les beaux-arts avec l'insouciance d'une princesse gâtée. Je décidai de lui rendre visite, non comme une sœur aimante, mais comme une ombre vengeresse. Le trajet en RER fut un tourbillon de souvenirs, les trajets joyeux d'antan, main dans la main, riant des garçons et des rêves. Maintenant, chaque station était une halte vers l'enfer que je leur réserverais. Arrivé au Marais, je frappai à la porte de l'appartement haussmannien au volet vert. Camille ouvrit, radieuse dans sa robe fleurie, ses cheveux cascadant en boucles d'or. Élise. Quelle surprise! Entre, entre. Son étreinte fut chaleureuse, trop parfaite, et je sentis sous ses mots le calcul, déjà, à 21 ans, elle ourdissait ses plans. Nous nous assîmes au salon, entourés de toiles inachevées et de bouteilles de vin entamées. Pierre est si chanceux de t'avoir. Vous formez un couple si harmonieux. Ses yeux pétillaient, mais je décelai l'envie, ce serpent levé au fond de son âme. Je sirotai mon thé, observant. Et toi, ma petite? Des amours secrètes? Elle rougit, feignant la candeur. Oh, rien de sérieux. Juste des flirts d'étudiante. Mensonge. Je savais, Pierre l'avait déjà embrassé lors d'une fête, un baiser volé dans les jardins du Luxembourg que j'avais surpris par hasard dans ma vie précédente, mais ignoré par amour fou. Nous parlâmes de tout et de rien, de la mode parisienne, des expositions au centre Pompidou, des ragots familiaux. Mais sous la surface, je tissais ma toile. Camille, souviens-toi de cette fois où père nous a emmenés à Bordeaux? Il disait toujours que l'héritage n'était pas pour les faibles. Elle pâlit légèrement, ses doigts se crispant sur sa tasse. Oui. Il t'aimait tant. J'eus un rire amer, masqué en taquinerie. Ou peut-être qu'il savait que tu étais trop impulsive pour le gérer. Le silence s'étira, lourd comme un orage d'été. Elle changea de sujet, mais le doute avait pris racine. De retour chez moi, l'après-midi avec Maître Lefebvre fut révélateur. Dans son bureau lambrissé du quartier latin, entouré de livres reliés cuir, il déroula le testament. Votre père a été clair, madame, tout à vous, Élise, car il craignait les influences extérieures. Influences? Je pressai, quelles influences, maître? Il hésita, puis murmura, des rumeurs sur votre sœur. Une liaison avec un homme marié, des dettes. Et votre fiancé? Pierre Laurent? Il avait été vu en compagnie douteuse. Mon cœur bondit. Même à l'époque, les fissures étaient là. Gardez cela confidentiel, je vous prie. Mais préparez une clause, si jamais je meurs avant 30 ans,
l'héritage ira à une œuvre caritative, pas à la famille. Il nota, surpris par ma froideur. Comme vous voulez, madame. La soirée tomba comme un linceul. Pierre rentra tard, sentant le cognac et le tabac froid. Une dure journée, chérie. Duval est un requin. Je l'attendis dans le salon, une bouteille de champagne ouverte. Raconte-moi tout. Il s'effondra sur le canapé, et je l'écoutais, mémorisant chaque détail, pot de vin, chantage, un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au couloir de l'Élysée. Parfait. Demain, j'anonymerai un appel à la presse. Le premier domino. Les jours suivants furent une valse macabre. Je jouais la parfaite épouse, dîner aux chandelles au Fouquet's, promenade le long de la Seine, nuit d'amour fiévreuse où je feignais l'extase tout en imaginant sa chute. Mais en secret, je creusais. Une lettre anonyme à Camille, évoquant des secrets de famille et un rendez-vous au Père-Lachaise. Elle vint, pâle, nerveuse sous les tombes austères de Jim Morrison. « Qui es-tu » demandai-je d'une voix déguisée par un foulard. « Quelqu'un qui sait pour Pierre et toi. Et pour l'argent de père que tu as déjà touché. » Elle balbutia, niant, mais ses yeux trahissaient la panique. Je disparus dans l'ombre, la laissant mariner dans sa peur. Pierre, de son côté, commença à recevoir des avertissements, des fuites mineures au cabinet, un client qui se rétractait. « C'est comme si on me pistait » grogna-t-il un soir. Je posai ma main sur la sienne, feignant l'inquiétude. « Peut-être que le passé nous rattrape, mon amour. » Il me regarda, suspicieux pour la première fois. Bonne nuit de sommeil pour lui, pour moi, c'était le festin des corbeaux. Un mois passa ainsi, un prélude à l'ouragan. Camille me confronta lors d'un déjeuner familial en Normandie, dans la vieille maison de Pierre où père était mort d'un accident de chasse, un autre mensonge que je démêlerai bientôt. « Élise, tu as changé. Tu es froide. » Je ris, tranchante. Le mariage fait ça, petite sœur. Ou peut-être que je vois clair maintenant. Mère, frêle ombre dans son fauteuil, nous observa sans mot dire. Elle savait, bien sûr, elle avait toujours su pour les dettes de Camille, pour les infidélités de père. Les femmes de notre lignée portent le silence comme un fardeau, murmura-t-elle plus tard, seule avec moi. Pas moi, maman. Pas cette fois. La tension montait, palpable comme l'humidité d'un ciel d'orage parisien. Pierre et Camille se rapprochèrent en secret, je les vis, un soir, dans un café du quartier latin, leurs mains se frôlant sous la table. Au lieu de hurler, je souris dans l'ombre. Bientôt. Le point de non-retour arriva lors de la fête d'anniversaire de Camille, au Moulin Rouge. La salle cabaret scintillait de paillettes et de champagne, un tourbillon de rires forcés et de regards en coin. J'y parus en robe rouge sang, un poignard stylisé en pendentif à mon cou. Pierre dansait avec elle, trop proche, et je les observais, attendant le moment. Puis, d'une voix claire comme un glas, j'annonçai à l'assemblée, « Chers amis, un toast à ma sœur et à mon mari. Puissent-ils trouver le bonheur. Ensemble. » Le silence tomba, brisé par des murmures. Camille blêmit, Pierre transpirait. Plus tard, dans les coulisses, elle me gifla. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Je la saisis au poignet, mes yeux dans les siens. « Tout, Camille. Je sais tout. Le testament, les vols, le futur. Meurtre. » Elle recula, horrifiée. « Tu es folle. » Non. Juste ressuscité. Pierre me confronta à la maison, furieux. « Que as-tu fait ? Tu ruines tout. » Je le repoussai contre le mur, ma voix un sifflement. « C'est toi qui as commencé, avec tes mensonges. Mais écoute, je te donne une chance. Confesse-toi, ou je lâche les preuves. » Il rit, incrédule. « Quelle preuve ? » J'ouvris mon téléphone, des enregistrements, des mails piratés par un hacker que j'avais engagé en sous-main. Son visage se décomposa. « Comment ? » Le destin a des tours, Pierre. La nuit suivante, ils complotèrent. Je les entendis par la porte entrebâillée, il faut l'éliminer plus tôt. Avant qu'elle ne ruine tout. Camille pleurait, Pierre, déterminé. Mon cœur se serra au nom de peur, mais de tristesse pour l'illusion perdue. Mais la rage l'emporta. Au lieu de dormir, je préparai mon coup, un appel à la police, des dossiers transmis à un journaliste du Monde. À l'aube, les sirènes hurlèrent. L'arrestation fut théâtrale, digne d'un opéra de Verdi.
Pierre, menotté dans notre salon, hurlant son innocence tandis que les agents fouillaient ses papiers. Camille, emmenée du marais en robe de chambre, les yeux fous de terreur. Mère, effondrée, murmura, je le savais, Élise. Pardonne-moi. Je la serrai dans mes bras, pour la première fois sincère. C'est fini, maman. Pour de bon. Mais le twist vint lors du procès, 6 mois plus tard, sous les plafonds voûtés du palais de justice. Pierre, en costard impeccable, plaida la manipulation, Élise est obsédée. Elle invente des scénarios paranoïaques. Camille renchérit, larmes aux yeux, ma sœur a toujours été jalouse. Les jurés hésitèrent, les preuves étaient circonstancielles, forgées par ma main ressuscitée. Puis, le notaire Lefebvre témoigna, révélant une clause secrète de père, un codicile accusant explicitement Pierre d'avoir falsifié des documents pour Camille. Et moi? Je montai à la barre, voix calme, et lâchai la bombe, je les ai vus, la nuit de ma. Non, ce n'est rien. Un murmure parcourut la salle. Le juge fronça les sourcils. Expliquez-vous, Madame de Beaumont. Je mentis, ou plutôt, je tisse une demi-vérité, j'ai rêvé de ma mort. Et ce rêve m'a sauvé. Les rires fusèrent, puis le silence. Mais les preuves accumulées ou les transferts d'argent, les témoignages de maîtresses oubliées ou les condamnèrent. Pierre a 10 ans, Camille a 8. Justice rendue, mais amère. Pourtant, dans la solitude de ma maison vidée, je sentis le vide. La vengeance avait guéri la plaie, mais laissé une cicatrice. Un soir, sur le pont des Arts, cadenas brisé à la main, je jetai l'alliance dans la Seine. Une nouvelle vie commençait non plus pour haïr, mais pour vivre. Paris, indifférente, scintilla de 1000 feux. Et moi, Élise renaissante, marchais vers l'inconnu, libre enfin. Les mois suivant le procès furent un exil volontaire dans les brumes de la campagne normande, là où le vent salé fouettait les falaises comme des regrets inavoués. La maison familiale, ce manoir de pierre grise aux cheminées noircies par des feux d'antan, devint mon sanctuaire et ma prison. Mère y errait comme un spectre, ses pas feutrés sur les tapis usés résonnant comme des excuses muettes. Élise, ma fille, as-tu fait ce qu'il fallait, me demanda-t-elle un soir, devant la cheminée crépitante, une tasse de cidre fumant entre ses mains tremblantes. Je la regardai, ses yeux bleus voilés par les ans et les secrets, et pour la première fois, je vis non la complice passive, mais la victime d'une lignée maudite. Oui, maman. Mais le prix. Oh, le prix est lourd. Elle hocha la tête, un sanglot étouffé dans sa gorge. Ton père le savait. C'est pour ça qu'il t'a tout laissé. Pour briser le cycle. Briser le cycle. Ces mots tournaient en boucle dans mon esprit tandis que je marchais sur la plage de Galets, les vagues de la Manche léchant mes bottes en cuir comme des langues avides de confession. Pierre purgeait sa peine à la prison de Fresnes, un enfer de béton et de routine monotone qui le rongeait plus sûrement que ma lame imaginaire. J'avais reçu une lettre de lui, griffonnée d'une main maladroite, Élise, je t'aimais à ma façon. Le démon de l'argent nous a tous consumés. Pardonne-moi. Je l'avais brûlé dans la cheminée, les flammes dansant sur le papier comme sur sa peau. Pardon? Non. La vengeance n'était pas qu'une flamme, c'était un brasier qui consumait le vengeur autant que la proie. Camille, quant à elle, avait été envoyée à Rennes, dans une prison pour femmes où les échos des plaintes se mêlaient aux chants bretons lointains. Elle m'écrivit aussi, des mots larmoyants, « Sœur, je n'ai jamais voulu te faire du mal. » C'était Pierre, son ambition qui nous a perdus. Reviens-moi, je t'en supplie. Je relus la lettre 100 fois, traquant le mensonge entre les lignes car je savais, de ma vie précédente, qu'elle avait tenu le couteau, ses mains délicates tachées d'un sang qui n'était pas le sien. Pourtant, un doute s'insinua, venimeux, et si j'avais exagéré? Et si mes souvenirs n'étaient que les délires d'une femme brisée par la jalousie? Non. Les preuves étaient là, gravées dans les archives judiciaires, dans les regards fuyants des témoins. Pour chasser ces ombres, je me plongeai dans la gestion de l'héritage. Le domaine viticole de Bordeaux m'attendait, un empire de vignes ondulantes sous le soleil du Médoc, où le raisin mûrissait comme des secrets trop lourds à porter. Je pris le train pour le sud, le TGV filant à travers les paysages changeants des champs de blé normand aux collines gasconnes, un voyage initiatique vers ma rédemption ou ma damnation. À Bordeaux, le majordome, un vieux basque nommé Basque, m'accueillit avec une révérence cérémonieuse. Madame la comtesse, le château est prêt. Les vendanges approchent. Comtesse? Père m'avait légué le titre avec les terres, un vestige aristocratique dans cette république égalitaire.
Je ris amèrement en traversant les caves voûtées, l'odeur de terre humide et de tanin me rappelant les caveaux où j'avais failli finir. Les ouvriers, des mains calleuses marquées par le labeur, me regardaient avec un mélange de curiosité et de défiance. La fille du patron est revenue. Et les rumeurs? La famille en prison, murmurait-il dans les rangs. Je les réunis sous le grand chêne du domaine, ma voix portant comme un vent du large. Mes amis, le passé est enterré comme nos bouteilles les plus précieuses. L'avenir est à nous un vin qui portera mon nom, Élise Renaissance, symbole de renouveau après la tempête. Ils applaudirent, sceptiques mais touchés par cette femme aux yeux hantés qui parlait comme une prophétesse laïque. Ce soir-là, lors du dîner au château, entouré de conseillers financiers en costumes impeccables, je signais les contrats, diversification vers l'export, partenariat avec des œnologues parisiens. L'Empire renaissait, mais moi? J'étais toujours cette Élise fracturée, hantée par les fantômes. Un soir de vendange, sous un ciel étoilé comme un manteau de velours noir, je m'isolais dans les vignes. Les grappes pendaient lourdes, prêtes à être cueillies, et je pressais une baie entre mes doigts, le jus pourpre coulant comme du sang frais. C'est là que le passé me rattrapa, un appel de frêne. Pierre voulait me voir. Une dernière confrontation, Élise. Pour clore le chapitre. Mon cœur se serra aux curiosités ou masochisme. Je pris la route le lendemain, le soleil couchant teignant la Gironde en or liquide. La prison était un monstre de grisaille, ses barreaux comme des doigts crochus agrippant l'âme. Dans la salle des visites, séparée par une vitre épaisse, Pierre apparut, vieilli de 10 ans en 6 mois, cheveux grisonnants, yeux creux, le costard orange le rendant ridicule. Tu es venu. Sa voix, nasillarde à travers le combiné. Je m'assis, froide. Par curiosité. Que as-tu à dire? Il se pencha, son souffle embuant la vitre. J'ai eu le temps de réfléchir. Camille. Elle m'a manipulé. Elle voulait l'héritage plus que moi. Et toi, Élise, tu étais si parfaite, si intouchable. J'ai voulu te briser pour nous égaliser. Je ris, un son tranchant. Égaliser. Tu m'as tué, Pierre. Dans mon rêve, du moins. Ses yeux s'écarquillèrent. Ton rêve? Tu m'as parlé de ça au procès. C'est quoi, cette folie? Je me tus, laissant le silence l'engloutir. Puis, sache que chaque nuit, je revis ta chute. Et ça me réconforte. Il implora, des larmes coulant sur ses joues mal rasées. Aide-moi à sortir. Je changerai. Tentation fugitive, l'amour résiduel, ce poison lent. Mais non. Adieu, Pierre. Que les vignes de Bordeaux t'engloutissent dans tes songes. Je raccrochai, sortant dans l'air libre, le cœur plus léger. De retour à Paris, un automne pluvieux enveloppait la ville d'un voile mélancolique. J'avais vendu l'appartement rue de Rivoli, ses murs imprégnés de trahison, et m'étais installé dans un loft du Marais, minimaliste et aéré, avec vue sur Notre-Dame en reconstruction. La vie reprenait, dîner avec des amis fidèles, ignorante de mon abîme, vernissage où je flirtais avec des artistes tourmentés, et, un soir, une rencontre fortuite au Shakespeare & Company. Lui s'appelait Julien, un écrivain raté aux lunettes rondes et au sourire timide, écrivant des nouvelles sur les fantômes de Paris. Vous avez l'air d'une femme qui a vu l'enfer et en est revenue, dit-il en me tendant un livre corné. Je souris, vrai cette fois. Peut-être. Et vous, l'avez-vous vu? Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de Baudelaire et de résurrection littéraire. Pour la première fois depuis mon retour, je sentis une étincelle au pas d'amour, mais de possibilité. Mais la vengeance n'était pas achevée. Camille m'écrivit à nouveau, depuis Rennes, je suis enceinte, Élise. De Pierre, avant. Tout. Laisse-moi sortir pour l'enfant. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Enceinte? Dans ma vie précédente, il n'y avait pas eu d'enfant ou l'avait-il avorté en secret? La rage remonta, mêlée à une pitié traîtresse. Était-ce un mensonge pour attendrir? J'appelai mon avocat, vérifier. Les jours passèrent en tourment, les nuits en insomnie, hantés par l'image d'un nourrisson innocent dans le chaos familial. La vérité éclata lors d'une visite à Rennes, sous une pluie battante qui martelait les toits comme des accusations. Camille, enceinte de 5 mois, le ventre rond sous sa tenue carcérale, pleurait à chaudes larmes. C'est vrai, Élise. Et je le garde, pour racheter mes péchés. Ses yeux, si semblables aux miens, imploraient. Je touchai son ventre,
sentant le coup de pied minuscule au vie, fragile et tenace. Pourquoi me le dire maintenant? Elle sanglota, parce que tu es ma sœur. Et que je sais, pour ton rêve. Tu n'es plus la même. Le twist me transperça, elle avait deviné, ou pressenti, ma renaissance. Comment, murmurai-je. Tes yeux. Ils ont vu trop. Nous pleurâmes ensemble, un torrent de pardon et de douleur. De retour à Paris, je plaidai pour sa libération conditionnelle, arguant de la maternité. Le juge, ému par mon témoignage, la famille se reconstruit sur les ruines d'Accepta. Camille sortit, fragile, et vint habiter mon loft. Pierre, apprenant la nouvelle, implora une grâce depuis sa cellule. Je refusai. L'enfant aura une tante, pas un père criminel. L'hiver s'installa, neigeux et purificateur. Julien devint un pilier, ses mots soignant mes plaies. Camille accoucha d'une fille, prénommée Amélie, aux yeux verts comme les miens. Lors du baptême à Saint-Sulpice, sous les orgues grondants, je tins l'enfant, et pour la première fois, la paix descendit. La vengeance avait été mon feu, maintenant, c'était la cendre fertile d'une nouvelle vie. Mais au fond, je savais, les fantômes ne meurent jamais vraiment. Une nuit, un appel anonyme, Élise, Pierre s'est suicidé. Il a laissé une lettre pour toi. Le cœur serré, je lus ces mots, tu m'as tué 2 fois. Merci. BKCH, ou Libération? Paris dormait, indifférente. Moi, je veillais, gardienne d'un legs empoisonné, mais vivant. Le printemps 2026 fleurit à Paris comme une promesse mensongère, les cerisiers du Luxembourg éclatant en pétales roses contre le gris des façades haussmanniennes, un contraste cruel avec la pourriture qui persistait au creux de mon âme. Amélie gazouillait dans son berceau, ses menottes potelées agrippant mes doigts comme un ancrage à la normalité, mais chaque sourire de l'enfant ravivait le fantôme de Pierre son père, ce monstre au sourire charmeur, dont le suicide à Fresnes avait fait les gros titres du Figaro, avocat véreux se pend en cellule, scandale familial. Les journaux spéculaient, bien sûr, sur mon rôle, la veuve vengeresse, la sœur impitoyable. Élise de Beaumont, du Triomphe au deuil, titrait Libération, avec une photo de moi sortant du tribunal, regard dur comme l'acier trempé de la Seine. Camille, libérée sous caution et assignée à résidence dans mon loft, errait comme une ombre repentante, ses boucles blondes désormais ternes, ses yeux rougis par les nuits blanches à bercer l'enfant. Je te dois tout, Élise, murmurait-elle en changeant les couches, ses mains tremblantes trahissant le sevrage forcé de ses addictions passées aux ces lignes de coque discrètes lors des fêtes, que j'avais ignorées dans ma première vie. Non, tu me dois la vérité, répondis-je un matin, tandis que la pluie fine criblait les vitres. Nous étions assises à la table en verre, café noir fumant comme nos consciences. Dis-moi, qui a tenu le couteau, cette nuit-là dans mon rêve? Elle pâlit, ses lèvres tremblant. C'était Pierre. Il m'a forcé. J'ai juste regardé. Mensonge. Je le sentais dans l'air, épais comme le brouillard normand. Mais pour Amélie, je laissais couler. Garde tes secrets, Camille. Mais si tu mens encore, l'enfant en paiera le prix. Julien, mon havre dans la tempête, tentait de percer mes armures. Écrivain maudit, il tapait sur sa machine Underwood dans un coin du loft, ses nouvelles sur les amours perdus résonnant trop près de ma propre saga. Tu portes le poids du monde, Élise, dit-il un soir, après un dîner de fromage et de vin rouge au pied de cochon. Nous marchions le long de la rue de Birague, ses doigts entrelacés aux miens, chauds contre le froid printanier. Pas le monde. Juste ma famille. Il s'arrêta sous un réverbère, son visage éclairé comme un portrait de Manet. Laisse-moi entrer. Raconte-moi ton rêve. Point. Je hésitais, le vent portant l'odeur de marron grillé des vendeurs ambulants. Puis, dans un café enfumé du Marais, je lâchai tout, la mort, la renaissance, la vengeance. Il écouta, sans juger, ses yeux bruns emplis d'une fascination presque érotique. C'est du Zola revisité, ma muse. Écris-le avec moi. Tentant, mais dangereux. Les mots immortalisent, ils pourraient aussi trahir. Le domaine de Bordeaux appelait, un sirène viticole. Je partis pour les vendanges précoces, emmenant Camille et Amélie dans le jet familial, un luxe que père avait légué avec les vignes. Le château se dressait fier sur la colline, ses tours coniques perçant un ciel azur, les ouvriers chantant en occitan tandis qu'ils cueillaient les grappes merlot. Basque, le majordome, m'accueillit avec un baiser sur la main. Les vins sont exceptionnels cette année, madame. Comme si la terre se vengeait des hivers rudes.
Ironie divine. Lors d'un déjeuner sous la tonnelle, entouré de sommeliers en chemise blanche, je goûtais le premier pressage, tanin robuste, notes de cerise noire et de tabac au le goût du sang et du regret. Camille, berçant Amélie, osa, Élise, et si on recommençait? Une famille unie, sans passé. Je la fixai, le verre à la main. Le passé est le vin, il fermente, il mûrit, il empoisonne si on l'ignore. Ce soir-là, une tempête éclata, éclairs zébrant le ciel comme des lames. Seul dans la bibliothèque au rayonnage chargé de grimoires jaunis, je fouillais les archives de père. Des lettres cachées, jaunies par le temps, correspondance avec une maîtresse à Paris, aveu de dette, et au choc une note sur Camille, ma petite est un feu follet. Elle a déjà volé pour ses caprices. Élise doit la protéger, ou la chaîne se brisera. Père savait. Il avait tout su, et m'avait choisi comme bouclier. Rage contre lui, contre le destin qui m'avait fait chair à sacrifice. Je pleurais, pour la première fois depuis ma renaissance, des larmes salées comme la Gironde. De retour à Paris, les ombres s'allongeaient. Un détective privé, engagé par Mère qui, de Normandie, veillait comme une araignée homme averti, des rumeurs circulent. Des amis de Pierre veulent vous nuire. Un complot pour contester l'héritage. Paranoïa ou réalité? Je renforçais la sécurité, caméra, garde discret, un pistolet chargé dans le tiroir de ma table de nuit illégale, mais dans ce Paris de scandale, qui s'en souciait? Julien, sentant le danger, proposa « Fuyons. À Lisbonne, ou à Venise. Laisse la vengeance aux morts. » Je ris, amer. Les morts me hantent, Julien. Ils exigent plus. Le coup vint lors d'une soirée au Opéra Garnier, un gala pour les arts où les élites parisiennes paradent en smoking et robe de couturier. J'y parus en noir absolu, diamant au cou comme des larmes gelées. Camille resta au loft avec l'enfant, Julien m'escorta, son bras un rempart fragile. Parmi la foule, je repérai un visage, Duval, le sénateur client de Pierre, regard port et sourire huileux. Il s'approcha, flûte de champagne en main. Madame de Beaumont, quel plaisir. Votre mari était un associé précieux. Triste fin. Ces mots, venin sucré. Je souris, dent pour dent. Triste, oui. Mais les associés comme vous survivent toujours, n'est-ce pas? Avec leurs petits secrets immobiliers. Il blêmit, mais riposta, prudence, cher. Le pouvoir a de longues mémoires. Menace voilée. Julien me tira vers la sortie, mais trop tard, dans les loges, une silhouette masquée m'agressa à un homme payé, couteau à cran d'arrêt. Je me débattis, le talon aiguille enfoncé dans sa cuisse, hurlant jusqu'aux gardes. Blessé légèrement au bras, sang coulant sur la soie, je fus évacué en ambulance, sirène hurlant dans la nuit parisienne. À l'hôpital Cochin, sous néon blafard, Julien veilla, tenant ma main. C'est fini, Élise. Appelle la police. Mais je refusai. Non. C'est ma guerre. Camille arriva, paniquée, Amélie endormie contre son épaule. Qui, murmura-t-elle? Les fantômes de Pierre. Dans la chambre stérile, un pacte se scella, elle témoignerait contre Duval, révélant les liens avec Pierre. En échange, pardon total. Pour l'enfant, dit-elle. Pour l'enfant. Le contre-coup fut féroce. Duval fut arrêté pour tentative de meurtre, ces scandales éclatants au grand jour aux corruptions, proxénétisme, un réseau tentaculaire. Le Monde titra, l'empire du sénateur Duval s'effondre, lien avec le suicide de Pierre Laurent. Camille, en échange de son témoignage, obtint la clémence. Nous étions libres, mais enchaînés par le sang partagé. L'été arriva, chaud et oppressant, les terrasses des cafés débordant de Parisiens en quête d'oubli. Julien et moi partîmes en retraite à la Côte d'Azur, villa louée à Aise avec vue sur la Méditerranée turquoise. Là, sous les pins parasols, nous fîmes l'amour pour la première fois au pas frénétique, mêlant, comme un exorcisme. Reste avec moi, murmura-t-il après, sa tête sur mon sein. Toujours, répondis-je, mais le mensonge planait, la vengeance m'avait changé, l'amour était un luxe fragile. De retour, un dernier twist, une lettre de mère, de son lit de mort en Normandie. Élise, ton père n'est pas mort par accident. C'était Camille, enfant, en rage contre son refus de lui acheter une poupée. J'ai couvert. Le cycle recommence avec Amélie. Horreur. Je confrontai Camille, qui avoua en larmes, j'avais 10 ans.
Un coup de fusil accidentel. Pas accidentel. Le couteau de mon rêve était une répétition familiale. Protège-la, implora TL. Je le fis, thérapie pour elle, éducation stricte pour l'enfant. Automne de nouveau, feuilles mortes dans les Tuileries. Mère s'éteignit paisiblement, nous l'enterrâmes à Deauville, vent hurlant comme un requiem. Au cimetière, face à la mer, je jurai, plus de cycle. Plus de sang. Julien publia notre histoire, romancée, Renaissance à Paris. Best-seller. Camille trouva un travail comme assistante galeriste, Amélie grandit, innocente. Mais la nuit, seule, je sentais Pierre, tu m'as tué 2 fois. Et je souriais dans le noir. Vengeance accomplie, BKCH éternel. Paris, ma complice, veillait. L'hiver 2026 abattit sur Paris comme une malédiction biblique, la neige fondue transformant les boulevards en bourbiers glissants, miroir de l'âme souillée de la ville. Amélie avait 2 ans maintenant, une tornade de boucles châtaines et de rires cristallins qui illuminaient le loft du Marais comme un soleil en exil. Pourtant, sous cette façade idyllique, les fissures s'élargissaient, Camille rechutait, ses nuits hantées par des rêves de prison où Pierre la poursuivait, spectre accusateur, Julien, consumé par le succès de son livre, sombrait dans l'alcool, ses manuscrits inachevés jonchant le sol comme des cadavres de promesses. Et moi? Élise, la renaissante, je marchais sur un fil, entre la mère de substitution et la veuve vengeresse, mes nuits peuplées de visions où le couteau de ma mort revenait, cette fois tenu par ma propre main. La décision controversée germa lors d'un Noël forcé, sous les guirlandes clinquantes des Champs-Élysées. Nous avions loué une suite à l'hôtel Georges V, tentant de recréer une normalité familiale aux dindes rôties, bûches de Noël, chants susurrés à la Sainte-Chapelle. Mais au dessert, Camille craqua, je ne peux plus, Élise. Les voix. Pierre me dit que je mérite de pourrir. Ses yeux, injectés de sang, trahissaient la rechute au cachet volé au marché noir, une bouteille de gin cachée dans son sac. Amélie, sentant la tension, pleura dans mes bras. Julien, ivre, lança, c'est ta faute, Élise. Ton rêve a tout empoisonné. Le silence tomba, lourd comme la neige dehors. Je l'ai regardé, ma famille recomposée, et vis le cycle, trahison, addiction, destruction. Assez, dis-je, voix d'acier. Demain, on part. Camille, en cure à Genève. Julien, dégrisement ou adieu. Amélie reste avec moi. Le scandale éclata le lendemain, Noël encore. Un appel de mon avocat, Duval est libre. Acquitté pour vice de procédure. Et il porte plainte contre vous pour diffamation. Rage incandescente. Duval, ce serpent politique, avait corrompu juge et médias, son empire immobilier rebâti sur les ruines de Pierre. Il paiera, jurai-je au téléphone, tandis que Camille sanglotait dans la salle de bain. La décision vint comme un éclair, controversée, illégale, inévitable. J'embauchai un nettoyeur, un ancien flic déchu, rencontré via des contacts sombres du domaine bordelais, un homme nommé Raoul aux cicatrices de couteau et au regard mort. Pas de meurtre, madame. Juste. Persuasion. 10 000 € pour des preuves irréfutables, photos, enregistrements, un dossier qui exposerait Duval au grand jour. Mais au fond, je savais, c'était de la vengeance pure, un pas de plus dans l'abîme. Genève fut un exil salvateur pour Camille. La clinique, perchée sur le lac Léman, avec ses vues apaisantes sur les Alpes enneigées, devint son purgatoire. Je l'y déposai, Amélie sur les genoux, promettant, guéri, pour elle. Elle hocha la tête, brisée mais résolue. Et toi? Ne deviens pas comme Pierre. Ces mots me entraient. Julien, de son côté, choisit le dégrisement à une ferme en Provence, loin des tentations parisiennes. Reviens-moi changer, Élise. Ou pas du tout. Notre baiser d'adieu, sur le quai de la gare de Lyon, fut salé de larmes et de regrets. Seul avec Amélie dans le loft, Paris devint une forteresse. Je repris les rênes du domaine à distance, les vendanges virtuelles via Zoom avec Basque, qui rapportaient des millésimes records, le Renaissance est un triomphe, madame. Les critiques de Decanter le comparent à un Pétrus hanté. Ironie. Mais le vrai combat se jouait dans l'ombre. Raoul livra, un USB bourré de vidéos au Duval en réunion avec des mafieux russes, Potvin pour des tours illégales à la défense, et pire, un lien direct avec la mort de père, un accident orchestré pour des terres contestées. C'est du lourd, grogna Raoul lors de notre rencontre dans un bar miteux de Belleville, fumé de gauloises flottant comme un voile.
Mais dangereux. Il sait que vous creusez. Je payai, main ferme, et transmis anonymement à une journaliste du Canard enchaîné, une femme au passé de résistante que j'avais croisée lors d'un gala. L'article sorti en janvier, un missile, Duval, le sénateur des ombres, corruption et meurtre. Paris bouillonna aux manifestations devant l'Assemblée, éditos incendiaires dans le monde, Duval fuyant les paparazzis comme un rat. Il contre-attaqua, bien sûr, une interview larmoyante à TF1, accusant une vendetta familiale menée par Élise de Beaumont, veuve hystérique. Hystérique ? Le mot me brûla. Lors d'une conférence de presse improvisée devant mon loft, micro tendu comme des lames, je parlais, Monsieur Duval, vos ombres sont les miennes. Mais la lumière viendra. Les flashs crépitèrent, Amélie, à l'intérieur, dessina un soleil rouge sur la vitre. Le climax survint en février, une nuit de verglas où la ville glissait vers l'enfer. Raoul m'appela à 2 heures, il vient pour vous. À l'entrepôt de Bercy. Piège ou opportunité ? Je pris mon pistolet illégal, mais chargé de symboles et roulé dans la nuit, pneus crissant sur l'asphalte mouillé. L'entrepôt, vestige industriel du vieux Paris, puait la rouille et l'oubli. Duval y attendait, flanqué de 2 gorilles en costard, son sourire carnassier éclairé par une lampe halogène. Madame de Beaumont. Vous êtes prévisible. Ces hommes avancèrent, je sortis l'arme, main tremblante mais résolue. Un pas de plus, et je tire. Vos secrets sont publics maintenant. Il rit, voix échoant comme un glas. Trop tard. J'ai déjà ruiné votre sœur, elle est en overdose à Genève. Mensonge ? Vérité ? Le doute me paralysa. Puis, sirène. La police, alertée par Raoul au double jeu, déboula, menottes cliquetant. Duval hurla, c'est elle. Elle m'a menacé. Mais les flics, briefés par la journaliste, l'embarquèrent. Dans le chaos, un gorille me frappa, je tirai en l'air, le coup résonnant comme un verdict. Blessé à l'épaule, je m'effondrai, sang chaud coulant, tandis qu'Amélie m'attendait à la maison, innocente. À l'hôpital, ligature et perfusion, Julien revint, sobre, tenant ma main. Idiote. Tu aurais pu mourir. Camille survécut au faux rapport, juste une rechute mineure. Duval, inculpé pour tout, pourri en préventive. La presse me sacra héroïne controversée, Élise de Beaumont, justicière ou vigilante ? Décision grise, échos moraux. Printemps renaquis, cicatrice guérie. Nous au Camille, Julien, Amélie, moi au partîmes en Normandie, enterrant nos démons sous les falaises. Le cycle brisé. Peut-être. Ou juste ajourné. L'été 2027 enveloppa la France d'une chaleur languide, un voile moite qui collait aux peaux comme des regrets persistants, transformant Paris en fournaise où les fontaines de la Concorde gargouillaient en vain contre la soif collective. 2 ans après ma renaissance, je me tenais au sommet de la tour Montparnasse, verre de château Renaissance à la main, observant la ville s'étaler en mosaïque de lumière clignotante, la Seine serpentant comme une veine argentée, l'arc de triomphe dressé en sentinelle muette. Amélie, 4 ans maintenant, tirait sur ma jupe, Tata Élise, pourquoi on est si haut ? Pour voir les étoiles ? Je la soulevai, son poids plume contre ma hanche, et murmurai, pour voir les fantômes, ma chérie. Et leur dire adieu. Elle rit, innocente, tandis que Camille et Julien, en contrebas au restaurant panoramique, levaient leurs verres en toast silencieux. La vie avait tricoté ses fils tordus en un tissu fragile mais tenace. Camille, sortie de la cure genevoise, avait ouvert une galerie d'art dans le marais Renaissance Art, un clin d'œil ironique à Montvin et à notre saga. Ces expositions mettaient en vedette des artistes émergents, des âmes tourmentées peignant la trahison en abstractions écarlates, et paradoxalement, cela marchait, critiques élogieux dans Beaux-Arts Magazine, vernissage bondé de bobos parisiens sirotant du Prosecco. C'est ma pénitence, me confia-t-elle un soir, après avoir bordé Amélie. Chaque toile vendue rachète un mensonge. Je hochai la tête, mais le doute persistait, sa rechute, ces nuits où je la trouvais prostrée, murmurant le nom de Pierre comme une prière maudite. L'enfant, prunelle de nos yeux, grandissait en question, où est papa ? Et nous, en tandem fragile, répondions, en voyage lointain, ma puce. Il veille sur toi. Julien, sobre depuis sa retraite provençale, avait transformé notre histoire en une série Netflix Rêve Rouge, un thriller à 7 épisodes qui cartonnait, avec une actrice oscarisée pour mon rôle, regard hanté et robe noire iconique. C'est cathartique, dit-il lors d'une avant-première au Grand Rex, son bras autour de ma taille,
flash crépitant comme des mitraillettes. Mais en privé, il avouait « J'ai peur, Élise. Peur que la fiction devienne prophétie. » Car Duval, en attente de jugement, avait des alliés ou des ombres politiques qui murmuraient des menaces, lettres anonymes glissées sous la porte, le sang appelle le sang, ou des pneus crevés sur ma Mercedes devant le loft. La résolution vint comme un coup de théâtre hugolien, lors d'une audience finale au palais de justice, sous un ciel doux orageux qui grondait comme les dieux en colère. Duval, amaigri en costume froissé, plaida non coupable, son avocat un requin du barreau dépeignant Élise comme une paranoïaque manipulatrice. Cette femme prétend à une renaissance après un rêve de mort. Délire ou supercherie? La salerie, jaune. Je témoignais, voix ferme, ce n'est pas un délire. C'est la vérité d'une famille brisée par la cupidité. Puis, le twist, Raoul, mon nettoyeur, apparut comme témoin surprise, sous immunité. Duval a commandité le meurtre du père de Beaumont, en 2010. Preuve, un virement offshore. La salle explosa, Duval hurla, menottes cliquetant alors qu'on l'emmenait. Condamné à perpétuité, son empire s'effondra en cascade faillite, suicide d'associés, un nettoyage public qui fit de moi une icône controversée, la vengeresse de Paris, chantaient les tabloïds. Mais le vrai twist, intime et dévastateur, se révéla dans les caves du château bordelais, lors des vendanges automnales. Amélie courait entre les vignes, riant, tandis que Basque pressait les grappes. Camille et moi descendîmes aux archives, fouillant pour un vieux millésime. Une boîte oubliée, lettre de Pierre à Camille, datée d'avant notre mariage. Mamie, Élise est un obstacle. Mais ensemble, nous l'écarterons. Pour l'héritage, pour nous. Et joint, un test ADN, Amélie n'était pas de Pierre. De qui, alors, murmura Camille, livide. De moi? Non, une liaison fugace de Camille avec un amant lyonnais, avant le complot. Je l'ai su après l'arrestation. J'ai menti pour le lier à Pierre, pour le punir plus. Aveu. La trahison en abîme, elle avait utilisé l'enfant comme arme contre lui, comme contre moi. Je la giflai, premier geste de violence depuis ma renaissance, la paume brûlante. Monstre. Elle s'effondra, sanglotant, pour survivre. Pour Amélie. Julien, alerté, intervint, Élise, arrête. C'est le cycle. Oui. Le choix final, pardon ou exil? Je choisis le gris, Camille partit à Lyon, avec supervision, gardienne distante d'Amélie. Pas de rupture. Reconstruction. Elle accepta, brisée. L'automne s'acheva en BKCH douce amère. Mère nous avait légué, dans son testament, une lettre, Élise, soit la rupture. M s'enchaîne. Je l'honorai, Julien et moi nous mariâmes civilement à la mairie du 4e, simple, avec Amélie en demoiselle d'honneur, robe blanche comme un nouveau départ. Pas d'église, trop de dieux cruels. Le voyage de noces fut à Bordeaux, dans les vignes, où nous plantâmes un pied de vigne, Élise et Julien, 2027. Paris hivernal nous accueillit, indifférente. Amélie grandit, curieuse, Camille se reprit, galerie florissante, Julien écrivit un nouveau roman, sur le pardon. Moi? Les nuits, le rêve revenait parfois, le couteau, le sang. Mais je me réveillais, vivante, et serrais Julien, c'est fini. Était-ce un happy end? Non, français jusqu'à la moelle, un équilibre précaire, teinté de mélancolie baudelairienne, où la vengeance cède à la vie, mais les cicatrices persistent. La scène coule, éternelle, Paris respire, vengeresse et amante. Et moi, Élise, renaissante, avance, ombre et lumière entrelacées.